Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous accueillir ce matin. Je me présente Marlène Bisson. Je suis directrice des opérations de commissaire industriel à développement économique Nouvelle-Beauce. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin à ce webinaire sur les perspectives économiques 2021, organisé en collaboration avec Desjardins. Le contexte de la COVID-19 nous a pris par surprise. Personne n'a vu venir cette pandémie-là ou les répercussions aussi sur notre vie, mais aussi sur l'économie. Même les élections américaines ont su nous tenir en haleine. L'année 2021, ça a été une grosse l'année 2020, c'est-à-dire ça a été une grosse année. Qu'est-ce que l'année 2021 nous réserve? Mais c'est justement que connaître les perspectives économiques va vous permettre, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les enjeux, mais aussi sur les opportunités à venir. Juste avant de vous présenter M. Ouellette, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement. Vous allez voir, c'est très, très simple. Le webinaire va être d'une durée maximale de 1 heure avec une période de questions à la fin d'environ 15 minutes. Donc, si vous avez des questions en tête, inscrivez-les dans le chat au fur et à mesure. À la fin de la conférence de M. Ouellette, on va prendre quelques questions à poser à notre conférencier. Pour une 4e année consécutive, on a le privilège de recevoir M. Jean-René Ouellette. Celui-ci détient un baccalauréat en administration des affaires et un MBA aussi de l'Université Laval. Ses études l'ont également amené à Toronto et aussi en Suède. C'est en 2008 qu'il a obtenu le titre de CFA. M. Ouellette occupe un poste chez Valeurs Mobilières Desjardins à titre d'analyste financier au sein du groupe conseil en portefeuille Services aux particuliers. Dans le cadre de ses fonctions, il étudie de nombreuses sources d'informations sur les classes d'actifs, les secteurs ou les sociétés. Il a le privilège aussi de rencontrer les directions de plusieurs compagnies publiques. Il contribue aussi à la gestion de portefeuille tout en appuyant un réseau de plus de 300 conseillers en placement. Il gère différents portefeuilles en répartition d'actifs, mais aussi un portefeuille spécialisé en actions américaines. Donc, M. Ouellette, un grand merci d'être avec nous. Puis, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonjour, Marlène, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très, très bien. Parfait, fabuleux. Je suis pas le plus grand utilisateur de Zoom. On connaissait pas ça, Zoom, l'année passée à pareille date. On connaissait pas Teams non plus. On connaissait pas Digicast non plus. C'est quand même phénoménal. Hey, bon matin tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois ce matin. Ben, c'est moins avec qu'on était avec ensemble l'année dernière. On s'est toujours fait une fierté d'être présent partout en région, particulièrement chez Desjardins. Cette année, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Je vais essayer de pouvoir vous donner certains éclaircissements sur ce qu'on attend, mais je veux quand même revenir d'où on vient pour bien comprendre ce qui s'est passé, parce que si on ne comprend pas d'où on vient, particulièrement suite à une année 2020, ça peut laisser des doutes et des interrogations assez phénoménales. Je ne croise pas un entrepreneur qui ne me pose pas des questions sur l'endettement public, comment on va gérer ça, puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact. On a Trump qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qui va arriver de la politique américaine, des frontières, des accords commerciaux? On a eu des gains intéressants là-dessus l'année dernière. Puis, il y a les leçons d'investissement. Hein. Si l'année dernière, on avait tout su ce qui allait se produire, probablement que je ne vous aurais même pas donné les bons pronostics. Hein. Pensez-y. Là. Le setup au début de l'année 2020, il était assez intéressant. 2009 avait été une année économique ordinaire, bien qu'elle avait été prolifique du côté boursier, mais une année d'un point de vue de croissance économique ordinaire au niveau des bénéfices ordinaires. Puis, parce qu'on était encore sur les vapeurs des conflits commerciaux entre les Chinois et les Américains. Fait qu'on on appréhendait ou on anticipait un retour à un peu plus de normalité dans la production manufacturière, production industrielle mondiale, les échanges internationaux. On avait un bon setup là-dessus. On avait également la Réserve fédérale qui avait baissé son taux directeur, puis qui avait abdiqué un peu sur ses remontées de taux. Donc, les conditions financières étaient très, très lousses. Le marché de l'emploi était prolifique. En fait, vous le saviez bien plus que moi. Là. Les parcs industriels étaient tapissés de panneaux, nous embauchons. C'était phénoménal. L'autoroute 20 était tapissée de panneaux, nous embauchons jusqu'à j'allais dire Rimouski, mais à l'arrêt à Rivière-du-Loup. Mais c'est pas grave, c'était tapissé même entre les deux. Donc, le setup était quand même bon. Les salaires augmentaient, les conditions financières étaient souples. Le setup économique au début de l'année 2020, il était assez porteur.
Mais ça, c'était avant. Ça, c'était dans l'ancien temps. C'était avant la COVID. Pourtant, au début de la COVID, on a commencé à en avoir des échos en janvier. Hein, quand on en entendait qu'il y avait une pandémie en Chine, les marchés l'ont transigé exactement un peu comme ce qu'on avait vu dans le cas du H1N1 en 8-9 ou encore du SRAS. Là, on se rappellera du syndrome respiratoire aigu sévère début des années 2000 qui avait particulièrement frappé la région de Toronto. C'est-à-dire que vous vous souvenez de la courbe d'Arruda, là? Dès que la courbe des nouveaux taux avait commencé à flatter en Chine, les marchés, boum, sont repartis à la hausse. On dit, ça y est, c'est confiné, c'est concentré en Chine, ça s'en va pas ailleurs. Et on est allé faire des sommets dans le coin du 19-20 février. Ça a été le point tournant. C'est essentiellement le point où on a marqué des nouveaux sommets sur les bourses, mais on a aussi réalisé qu'après ça, le vaccin, il n'y avait pas de frontières, il se promenait partout, il n'y avait pas de limite de continent, de pays, puis encore moins, et même pas d'océan. Donc, c'est venu nous frapper. C'est venu nous frapper dans une vitesse grand V. D'habitude, une récession, ça frappe tranquillement. On assiste à une détérioration des données économiques. On voit un peu de surchauffe avant. Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt un peu trop. On se sent squeezé un peu. Les entreprises ont des surplus d'inventaire. Ce qui est donc une dégradation graduelle, des fois sur 12, 18, 24 mois des conditions économiques. Là, c'est pas ça qu'on a eu. Là, on a eu une éclipse économique. On a mis la switch à off du jour au lendemain. Hey, c'est pas toutes les entreprises qui sont capables d'opérer en mettant un switch à off une nuit, puis ça a été excessivement difficile. On a donc affiché des données sanitaires épouvantables, on le voit encore à l'heure actuelle, des données économiques, les pires données économiques de l'histoire jamais enregistrées. Ben non, on n'a jamais eu un choc si brutal que ça où on a fermé nos économies. Mais c'est sûr que quand vous arriviez au deuxième trimestre, les statistiques de données économiques, là, c'était des moins 30, moins 35, moins 40 de décroissance économique année sur année. Hey, c'était excessivement difficile. On a eu des pertes d'emplois sans précédent, bien au-delà de tout ce qu'on n'avait jamais vu. Donc, c'était réellement sérieux. C'était difficile. Puis ça, on vous avait dit en début d'année que tout ça, malgré tout ça, ça allait être un bon climat d'investissement. Là. Vous m'auriez trouvé complètement cinglé, je suis certain. En fait, je me serais peut-être moi-même trouvé un peu, ou en fait, si quelqu'un m'avait dit ça, je l'aurais trouvé mon interlocuteur un peu cinglé ou un peu. Tu sais, comment se fait-il que dans la pire crise sanitaire en 100 ans, de la pire récession de l'histoire, dans les plus grandes pertes d'emploi de l'histoire, alors que les gouvernements vont engendrer des déficits de 400-500 milliards au Canada, vraiment, ça va être un bon contexte d'investissement. Vous m'auriez cru? Là, je vois juste Marlène qui me dit « Ouais, pas sûr. » Mais non, pas sûr pour vrai. Il faut donc bien comprendre qu'est-ce qui a changé. Okay? Qu'est-ce qui a changé? Essentiellement, on a tracé une ligne dans le sable dans la vingtaine de mars. Les autorités monétaires et les gouvernements s'en sont occupés. Puis cette fois-ci, je vais donner je vais dire bravo aux différents paliers de gouvernement. Cette année, l'année dernière, on a agi avec robustesse et rapidité. Hein. Des fois, on regarde nos gouvernements, puis ils sont bons pour faire des grands programmes compliqués. Tu ne sais pas où te retrouver. Vous êtes des entrepreneurs, vous le savez. Mais là, face à une pandémie qui est un choc phénoménal, on voulait deux choses, que les mesures d'aide soient déployées rapidement et de manière robuste. C'est exactement ce qu'on a eu. Est-ce qu'on peut débattre à savoir si c'était parfait? C'était probablement assurément pas parfait, mais si ça avait été parfait dans les détails, ça ne l'aurait pas été dans le timing. Donc, l'un dans l'autre, je vais prendre ce qui a été fait. Après ça, au niveau des enjeux puis des montants, le temps nous le dira, mais c'est essentiellement à partir de ce moment-là où on a supporté les ménages beaucoup. C'est la première fois de l'histoire que pendant une récession, les revenus des ménages ne baissent pas. Ils ont augmenté. Donc ça vient changer un peu nos dogmes d'investissement. Là. C'était une très, très grande surprise. Qui plus est, les banques centrales, elles aussi, elles ont appris de leurs erreurs de 2008-2009. On se rappellera qu'en 2008-2009, quand il y avait des entités qui avaient de la difficulté, la liquidité commençait à s'évaporer sur les marchés financiers. Puis quand les autorités ont décidé de laisser tomber Lehman Brothers, la liquidité a gelé d'un point de vue planétaire, puis les banques ont arrêté de se prêter entre elles. Mais je m'excuse, si une banque ne prête pas à une autre banque, je doute qu'elle prête à l'entreprise locale du coin. Ça veut dire que le crédit gèle. Vous allez être beau être un super athlète, mais si le sang ne circule pas dans vos veines, ça ne marche pas, je vais courir plus vite que vous. Fin de l'histoire. Le crédit, c'est ça dans l'économie. Puis cette année, en fait, du côté de la Réserve fédérale américaine, on a déployé en 4 semaines ce qui avait pris 4 ans de mesures à déployer à l'époque. Donc, on s'est assuré qu'il y a des liquidités, il y en avait et qu'on n'en manquait pas. Oui, il y a eu des périodes un peu de turbulence, là, quand les directeurs au crédit des différentes institutions financières ont entendu le premier ministre, le PM, dire « on ferme l'économie », tout le monde a regardé « mais mon portefeuille de prêt, comment ça va? Comment ils vont aller, mes entrepreneurs? » Heureusement, ça n'a pas
pas durer trop longtemps. Effectivement, il y a quand même des secteurs où c'est encore difficile à très difficile, j'en conviens, mais pour bien des entreprises, ça s'est quand même bien replacé. Donc, on s'est assuré, d'un point de vue des autorités monétaires, qu'on n'allait pas manquer de liquidité. Puis moi, j'ai essentiellement noté que les marchés avaient célébré ça au mois d'août. Au mois d'août, on a vu des entreprises venir émettre de la dette comme jamais dans le passé. Puis pas juste des entreprises de qualité. Là. Oui, j'ai vu pardon, pas Apple, Google est venu émettre, Alphabet est venu émettre de la dette qui vient échéance dans 10 ans. Ça leur coûte seulement 1,25%. Okay? C'est une entreprise, c'est de l'équité, ce n'est pas un pays. Des fois, vous pourriez me dire que c'est plus prudent qu'un pays, mais financer à 10 ans 1,25%, en plus, l'1,25, il est déductible à l'état des résultats. Hey, au net, cette dette-là, elle ne leur coûte rien. Là. Ils n'ont pas besoin de cash, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec, mais ils l'ont pris quand même. En fait, ça, c'est un message important. Du financement, on ne prend pas ça quand on veut, on le prend quand on peut. Très, très, très bon message ici. Mais ça, c'était une grande entreprise, mais on a vu aussi, mettons, dans les dettes publiques, j'ai vu un émetteur comme Ball Corp, qui est un producteur de produits d'aluminium d'emballage, joueur de crédit, une cote de crédit qui n'est pas investment grade. Là, on est dans le junk, on est dans les obligations de pacotille. Emprunter 10 ans, un taux de 2,8 2,8 c'est même pas l'écart, c'est le taux en absolu. Là. C'est clairement du crédit qui est très, très, très bon marché. Donc, clairement, les autorités monétaires ont réussi. On assiste donc à des rebonds assez spectaculaires. Puis, je vais noter quand même quelques leçons là-dessus. Primo, au niveau, parce que c'est mon créneau, au niveau des leçons d'investissement. Pour moi, là, 2020, là, c'est une année qui va passer à l'histoire sur la nécessité d'avoir un plan de match puis de le suivre. On pouvait ne pas très bien savoir tout ce qui allait se produire, mais un compte équilibré l'année passée aurait dû générer à peu près 8-9 de rendement, après en avoir fait 15 en 2019. Donc, c'est quand même une séquence super porteuse. C'est pas facile. Puis, je vous le dis, là, on a vécu des chocs ou des émotions qui auraient très bien pu nous geler ou nous envoyer sur la ligne de côté l'année dernière. Mais pourtant, quelqu'un qui avait son plan de match en début d'année, qui a juste rééquilibré, qui a juste rebalancé, au final, là, ça a fait une méchante belle job. Des surprises qu'on en a eu l'année passée, mais je vous garantis qu'on en aura encore. Quand, comment, dans quelle ampleur, je ne le sais pas, mais on en aura encore. Ça fait aussi partie de l'investissement, mais le succès de l'investissement ne provient pas d'être un investisseur de temps en temps à temps partiel. Le succès de l'investissement provient d'être un investisseur à temps complet. Ça, c'est là-dessus. Autre chose, quelqu'un qui avait tous ses financements court terme qui venaient à échéance, disons, au mois de février, mars. Oh, ça ne va pas bien. Hein? Quand on est une entreprise et puis qu'on a des paiements ou des grosses bulles de dette qui sont à un moment donné précis, ça, je pense que c'est une leçon pour entrepreneurs. Regardez vos échéances de financement. Si on a des activités à long terme, mais on n'a que des financements à court terme, attention, j'ai un mismatch. Si j'ai des grosses bulles, des grosses années de refinancement, attention, on ne sera peut-être pas en contrôle du contexte économique dans lequel on va opérer. Donc, tu sais, des fois, il y a un terme qui est meilleur qu'un autre, oui, en termes de dollars dépensés, mais des fois, si ma bulle est trop grosse sur une année qui est favorable, parce que c'est favorable pour le prêteur, pensez-y des fois, un étalonnement un peu plus stable. Bonne nouvelle. On a vu aussi, j'ai vu en fait, on avait au niveau des financements grandes et moyennes entreprises chez nous, on avait, en fait, je parlais avec les directeurs là-bas et on avait une entreprise qui était dans le secteur de l'imprimerie. Monsieur avait toujours été 100% investi dans sa business, ça allait bien. Puis comme les taux d'intérêt n'étaient pas très élevés sur les marchés, ça ne l'intéressait pas de sortir du cash de sa business. Puis du jour au lendemain, il se disait, si j'ai besoin de financement, je refinancerai ma bâtisse aussi. Puis finalement, il avait investi dans un nouveau projet, une nouvelle entreprise privée. Ça allait quand même bien, mais ça demandait énormément de capital. Puis du jour au lendemain, il a eu besoin d'un peu plus de capital, mais ce jour au lendemain-là, il est venu quand la business d'imprimerie commençait à aller moins bien. Il a perdu 1, 2, 3 clients majeurs après avoir fait des investissements assez importants. Puis je t'ai dit, quand il s'est retourné vers des créanciers pour aller chercher, il avait besoin de 10-12 millions de financement. Personne ne l'a suivi, même s'il y avait des bâtisses là, de toute hypothèque. Parce que finalement, les créanciers lui ont dit, écoute, on n'est pas là pour prendre tes bâtisses et t'exproprier de chez vous. Là. Si ta capacité de paiement n'est pas là, on ne va pas te prêter non plus. Alors, puis la leçon ici, c'est que si l'individu, et puis il y avait eu plusieurs opportunités de le faire dans le passé, s'il avait sorti un 5 à 10 millions de sa compagnie, qu'il avait été voir son financier, ensuite, il dit, regarde, j'ai besoin de 10 millions dans le business, je vais en mettre 5 persos. En mettez-vous un 5 à 10 additionnel. C'est plate ces messages-là, mais à sortir un peu de cash de sa business quand il en avait eu l'opportunité, ça n'aurait pas juste mis sa business à risque, il se serait donné le pouvoir d'assurer la pérennité de son entreprise advenant des pépins, en plus d'améliorer son scénario personnel. Donc ça, je pense que c'est une leçon qu'on se doit
de retenir. Autre chose aussi, moi, j'ai eu plein de surprises l'année passée aussi d'un point de vue de santé. Là. Prenez la rapidité à laquelle on a atteint l'efficacité d'un vaccin en moins de 12 mois. En fait, le seul qui disait qu'au tournant de l'élection, on allait avoir un vaccin viable, c'est qui? On lui dit bonsoir, il est parti aujourd'hui. on se dira enfin. Mais ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Qui plus est, je disais dans les notes de Bill Gates il y a 2 semaines environ, pourquoi 2021 va être meilleur que 2020. Puis il disait que l'une des belles découvertes qu'on a fait, on a appliqué un peu d'intelligence artificielle pour screener l'ensemble des molécules pharmaceutiques que nous connaissons aujourd'hui. En fait, puis même Mastercard au niveau d'intelligence artificielle a été impliqué là-dedans. Puis jadis, en pharma, souvent, quand on avait une nouvelle maladie, on prenait les molécules passées, puis on testait, voir un peu de manière ad hoc si ça fonctionnait. Hey, c'est un processus qui est laborieux. Tant mieux si ça marche, mais c'est quasiment une luck, une chance, parce qu'il y a d'autres choses. Là, on était capable de screener très rapidement la totalité du portefeuille de molécules que nous connaissons, si ça marche ou pas. C'est donc des progrès super intéressants. On le voit souvent, la nécessité, la mère de bien des innovations. On en a fait plein. Puis je vais ajouter à ça, hey, on se parle aujourd'hui. Puis on n'est pas dans la même salle. On ne connaissait pas Zoom au début de l'année. Oui, il y a des entreprises, puis il y a des secteurs d'activité dans lesquels ça s'applique moins bien, mais on a quand même appris cette année qu'il y a bien des entreprises dans le service, dans le conseil, dans les finances. Il y a plein d'employés gouvernementaux qu'on peut mettre à distance en télétravail et que ça fonctionne. Donc moi, ça a été une très, très grande surprise pour moi l'année dernière, la résilience des entreprises face à ce choc-là. Hey, si on avait vécu la même crise il y a 20 ans, là, ça aurait été drôlement plus dommageable, ça aurait été hallucinant, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens, que nous n'avions pas les moyens technologiques du jour. Puis je vais faire une mini-pause ici pour revenir sur Donald Trump et son départ. Je ne veux pas faire l'éloge ou revenir sur son... c'est difficile de faire des éloges, là, mais je ne veux pas revenir sur son bilan ou quoi que ce soit. Vous en avez entendu parler à maintes reprises, mais je veux juste prendre un point qui est important, je pense, pour vous, particulièrement en Beauce, parce que vous êtes très, très proche des frontières. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir à trop de reprises avec Raphaël Jacob dans les derniers mois. Puis je dis à trop de reprises, là, je l'adore, j'adore Raphaël Jacob, qui travaille à la chaire Raoul d'Endurant. Vous l'entendez des fois sur les ondes radiophoniques. On l'a vu passablement au tournant d'élection sur les RDI, les différentes chaînes d'information. Il est super sharp. Moi, j'aime mieux que d'un point de vue financier, on n'en parle pas du politique parce que dans les 10 dernières élections américaines, 12 mois plus tard, le marché est en hausse, sauf dans un cas, sauf dans le cas de l'éclatement de la bulle techno. Mais sinon, donc, regarde, il faut prendre ça, en prendre et en laisser. Mais on était obligé dans notre monde financier de parler de politique américaine parce que les gens, on ne pouvait pas leur parler de placement si on leur parlait pas, si on n'évacuait pas la chose politique. Mais j'ai sorti une chose super intéressante avec Raphaël. Pensez-y, ça a pris 25 ans et un pareil bouffon pour venir remettre en cause l'ALENA, OK? Parce que c'était une entente qui faisait force de statu quo, puis qui a roulé pendant très, très, très longtemps. Et on l'a changé par quoi? Par pas grand-chose. Moi, je me rappelle d'être allé à Saint-Georges avec une chambre de commerce, puis j'avais demandé aux gens qu'est-ce qui avait changé dans le nouvel ALENA et l'ancien, puis personne n'avait levé la main dans la salle. Donc, ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir des choses si substantielles que ça. On comprend en lisant dans les détails que peut-être que dans la volaille, dans le porc, dans le lait, il y a quand même certaines failles qui sont tannantes. Pour les travailleurs mexicains de l'automobile, on comprend qu'il y a possiblement des enjeux. Mais pour la globalité de l'économie, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et pour moi, ça, c'est une excellente nouvelle. Si ça a pris, pareil bouffon, 25 ans pour challenger cet accord-là, probablement que le nouveau accord qui vient d'être avalisé dans les dernières années est avec nous pour passablement longtemps. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que, tu sais, j'ai un collègue à Montréal là, qui a un penchant un peu plus socialiste, le mien. C'est pas de la faute, mais sa faute. Il a été formé à l'UQAM, puis c'est ça. Puis il me dit, tu sais, JR, à un moment donné, il est temps que les entreprises fassent leur part. Je dis, hey, time out. Là. Tu peux demander aux entreprises de faire ce que tu veux comme gouvernement quand tu es en Chine. Quand tu es ici, quand tu es au Québec, tu es au Canada, tu ne demandes pas aux entreprises de faire leur part. L'entrepreneur, il va investir quand il va connaître les règles devant lui, quand il va avoir suffisamment de visibilité, puis il se dit, quand je vais investir 10 millions sur ma nouvelle scène de montant, je vais aller chercher mon rendement sur mon capital de 12 à 14, 15, 16 dépendamment des enjeux. Puis si j'ai assez de visibilité là-dessus, bien, regardez-moi bien aller. S'il y a des risques à prendre, je vais les prendre, puis laissez-moi aller. Hein. Puis en bas, vous êtes d'excellents exemples de ça. Donnez-nous les coups des franges, donnez-nous les sets de règles, puis on va opérer avec ça. Ben, donc, pour moi, si on va chercher un certain semblant de stabilité là-dessus, ça va être une excellente nouvelle.
Autre nouvelle sur la politique, dernier point sur la politique américaine, le setup qu'on avait en fin d'année a clairement changé. On a eu les élections le runoff election en Géorgie qui vient de donner une mini marge aux démocrates, c'est-à-dire que le Sénat est maintenant 50 républicains, 50 démocrates. C'est Mme Harris qui vient trancher. On pense que là, avec la Chambre des représentants, le Sénat et M. Biden à la présidence, ils ont les coups des franges. À ça, je dis encore une fois, time out. Rappelez-vous que Donald Trump, il avait beau avoir les trois statuts au tout début de sa présidence, et dans certains projets de loi, il y a des républicains qui lui ont fait défaut. Il a eu à traverser la Chambre et aller chercher l'aide des démocrates. Je pense que c'est 3 ou 4 premiers projets de loi, M. Trump, là, il a toujours eu besoin de l'aval de certains démocrates. Donc, au Sénat là, américain, la ligne de parti, là, c'est pas comme ce qu'on voit essentiellement au Canada où les partis votent en bloc. Il y a des démocrates plus centristes qui pourraient très bien être interchangeables avec des sénateurs conservateurs, des franges un peu plus centristes eux aussi, puis des fois, ils vont voter d'un bord ou de l'autre. Donc, voilà là-dessus. Mais le fait qu'ils aient quand même cherché cette marge de manœuvre-là au Sénat, ça a ouvert la porte à davantage d'interventions budgétaires, de plus grands programmes d'investissement. Donc, probablement que Biden va pouvoir aller un peu plus loin. Et ça, il y a aussi des nouvelles intéressantes là-dessus avec la nomination comme secrétaire, à titre de secrétaire au Trésor de Mme Janet Yellen, femme super puissante qui a été la première femme à prendre la tête de la Réserve fédérale américaine. Là, Marlène fait un beau sourire. Ben oui, il y a quand même des belles victoires. Mme Harris, aujourd'hui, comme première femme vice-présidente, c'est aussi une très, très grande victoire. Elle va être, donc, Mme Yellen va aussi être la première femme à occuper le siège de secrétaire au Trésor. Et ça, c'est de bon augure. Puis elle a dit des choses quand même intéressantes. En fait, c'est drôle, elle a presque repris une clip de Elvis Gratton en disant We need to think big. Think big. Bon, notre Elvis avait 2, 3 jurons après, là, mais on va les oublier. Donc, ce qu'elle a dit essentiellement, c'est compte tenu de la faiblesse extraordinaire des taux d'intérêt, les gouvernements ont la latitude pour intervenir et ne pas intervenir serait potentiellement plus dommageable pour ces gens qui ne mangent pas, pour ces gens qui sont laissés pour compte, pour ces petits entrepreneurs qui risquent de perdre leur commerce. Et fait intéressant, puis ça c'est important, on le sait que dans l'agenda de M. Biden, il y a potentiellement des hausses d'impôts, des hausses de taxes. Sous Donald Trump, l'impôt des sociétés était passé de 35 à 21 donc, selon certains plans, M. Biden parlait de le ramener possiblement vers les 28 Donc, évidemment, les entrepreneurs, ils n'aiment pas tellement ça. Les entreprises publiques, on se dit, si on passe de 21 à 28, bien, les bénéfices par action vont être atrophiés. Puis, sur un même multiple, il y a potentiellement une baisse des bourses. Ceci dit, Mme Yellen, elle nous a dit hier, le temps n'est pas venu d'hausser les impôts maintenant. On le regardera potentiellement après avoir battu la COVID. Donc, ça nous donne un bon 2 ans minimum. Puis, autre point important, nous allons, en fait, elle a mentionné, elle a dit que si ils augmentaient tout seuls les impôts, ce ne serait pas positif puisque ça amènerait encore une fois des sièges sociaux à partir puis à perdre l'assiette fiscale avec le potentiel de taxation. Et elle a dit que ça va être important si on veut augmenter les impôts des sociétés, qu'on le fasse de manière concertée avec nos partenaires. Ça c'est important. Ça veut dire que si les Américains veulent augmenter, il est là l'enjeu de la fiscalité. Hein. Chaque pays joue à diminuer son taux pour attirer des entreprises, mais si tout le monde joue par en bas, bien, tout le monde se nuit en même temps. Donc, s'ils veulent travailler de manière concertée, c'est un super de beau projet. Moi, je ne le veux pas, ce projet-là. Je ne veux pas ce projet-là parce que ça va être excessivement difficile, ça va prendre énormément de temps. Donc, elle est là la clé de mon message. Donc, l'énormité de temps qui sera requis, ça veut dire que des hausses de taux substantielles et de manière concertée, c'est clairement pas sur la table sur les premières années. Fait que, bref, on est déjà dans une année où on fait face à des feux d'artifice. Elles ont l'air de quoi, les données économiques qui s'en viennent? Premièrement, les données à court terme ne seront pas bonnes. On ne se compte pas d'histoire. Janvier, février, l'année dernière, on avait l'économie où elle allait quand même relativement bien. En fait, les confinements, on se rappellera qu'on les a eus simplement au mois de mars. Au Canada, on avait quand même une croissance qui était atrophiée par, on se rappellera, les blocages ferroviaires des Wet'suwet'en. Il y a les gens qui sont sur la ligne qui avaient besoin de propane. C'était pas très le fun l'année passée. On a eu des enjeux. On a découvert à quel point des fois on était captif de lignes d'approvisionnement un peu précaires. Donc, mais effectivement, comme les
les confinements sont plus forts cette année qu'ils l'étaient l'année dernière pour le premier trimestre. Il y a possiblement un peu de baisse sur les chiffres attendus du premier trimestre. Mais après ça, tout le reste de l'année, quand on va arriver au seuil où on va avoir vacciné nos aînés, nos gens vulnérables, nos travailleurs de première ligne en santé, en éducation, le personnel de garderie, les policiers, les agents de la paix, les pompiers, les politiciens, tout le reste. Moi, en blanc de 40 ans, là, je vais être le dernier à être vacciné, mais si tout le monde l'est autour, on va quand même en profiter. Puis à ce moment-là, on pourra penser à des déconfinements un peu plus complets et durables. Parce que déconfiner, c'est une chose. Déconfiner de manière durable, ça, c'est intéressant. Puis en fait, c'est une des inquiétudes que moi, j'avais au printemps, à l'idée de déconfiner trop tôt puis de devoir reconfiner à quelques reprises. Ça c'est dur sur le moral. Hein. On a l'impression, dans certains cas, qu'on a déjà fait des gros efforts, puis ma foi, c'était pas assez, puis il y en a qui doutent, puis il y en a qui ont abusé, il y en a qui ont triché, puis là, on a tout payé pour ça. Hey, on le voit, là, on est passé de 3000 infections au Québec il y a peut-être quelques semaines à 1600. C'est pas le fun, le chemin entre les deux, là, mais on va falloir attendre que les vaccins fassent leur œuvre, qu'on en ait suffisamment. Puis ça va prendre un certain temps. Mais c'est sûr que quand on va arriver vers le printemps, vers la période estivale, quand on va comparer les données économiques de 2021 avec celles exécrables de 2020, c'est sûr que ça va avoir l'air cute. Tu sais, au mois de mars cette année, on ne devrait pas perdre 2 millions d'emplois. C'est ce qu'on avait perdu l'année passée. Donc, les chiffres d'emploi année sur année au mois de mars vont être extraordinaires. Au mois d'avril, la même chose. Au mois d'avril, l'année passée, on avait une décroissance économique au Canada de 35 année sur année. Cette année, on va être en hausse de 7-8 à ce moment-là, puis on parle d'une croissance sur l'ensemble de l'année qui pourrait atteindre les 4,5 à 5,5 %. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre 4,5 de croissance et qu'on va tenir dans le futur. Là. L'essentiel de la croissance à laquelle on va assister cette année au Canada, c'est la récupération puis une normalisation de nos économies. Est-ce qu'on va avoir en ce moment-là un élan qui va perdurer en 2022? Probablement. Mais tôt ou tard, peut-être à moyen terme, on va revenir à notre rythme de potentiel. Puis c'est quoi notre potentiel économique? Potentiel économique en Amérique du Nord, là, il tourne à 1,5-2 %. Puis il va peut-être être amputé même un petit peu parce qu'on va sortir de cette crise-là avec un peu plus de dettes qu'on va devoir rembourser, payer éventuellement. Donc ça, potentiellement, que cette charge financière-là va venir réduire notre potentiel quelque peu. Donc, dans un monde où on va se transformer en investisseur, là c'est sûr que quand la marée lève, ça lève tous les bateaux, mais quand on va arriver 2022-2023, les quelques entreprises qui vont être capables de continuer d'afficher de la croissance vont clairement mériter se mériter une prime. Mais on voit déjà des choses qui sont un peu plus positives. Je vous dirais, on peut regarder des données économiques et des prévisions. C'est une chose, mais Marlène le disait, moi, je suis quelqu'un qui aime aussi rencontrer des entreprises publiques et non publiques parce que c'est le fun parce que vous êtes des entrepreneurs, vous avez les deux mains dedans. L'économie, c'est vous qui la faites, c'est vous qui embauchez. Puis quand vous licenciez, ben ça fait mal à tout le monde. Puis quand vous embauchez, ça porte tout le monde. Puis quand vous le savez que vous investissez, ben on sait à ce moment-là que c'est porteur. Donc moi, j'ai toujours pris beaucoup d'insight au niveau des entreprises. Puis l'un de mes meilleurs baromètres économiques, ça a toujours été les compagnies de transport, les CN, les CP, les Transforce, etc. Pourquoi? Parce que particulièrement le CN, j'ai un petit biais, ils ont comme le nez fourré partout. Un bien, avant d'être consommé, il faut toujours qu'il soit transporté. Puis ils savent un peu ce qui se passe dans les biens de consommation via l'intermodal. Ils voient ce qui se passe dans le grain, dans le bois, dans la forêt, dans les mines, dans l'énergie, dans l'automobile. Hey, on commence à être je pense que les gens pas des approvisionnements, mais des ventes ou qui signent les contrats au CN, à mon avis, c'est peut-être des meilleurs économistes qu'il y a bien des économistes dans des bureaux. Là, je vous entends pas rire, mais je suis sûr que si je vous avais dans une salle, vous seriez d'accord avec ce que je dis. Fait intéressant, on a eu une rencontre avec le top management du Canadien national au début décembre. Et puis ça, en passant, c'est super le fun. Hein? Moi, je pense qu'il y a au niveau on a hâte de se rencontrer en personne, mais il y a des volets de corporatifs qui vont rester, à mon avis, peut-être qui vont rester un peu plus comme ça. Hein. Dans le passé, quand les compagnies s'en allaient en marketing institutionnel, ils envoyaient un top, un COO ou un CFO ou un CEO. Puis là, c'était long, là, c'était une journée et demie, 2 jours en déplacement, puis en multiples rencontres. C'était lourd et exigeant. Là, avec le CN, parce qu'on était en Teams, on avait le CEO, le COO, puis le chef des opérations. En même temps, pendant 1 heure et demie, on pose toutes les questions. C'est sharp, ça va bien, etc. Ils ferment ça. Donc, j'ai eu un line-up super le fun. Puis 2, eux autres, ça leur a pris 1 heure et demie.
pas 2 jours. Fait qu'eux, ils ont des gains d'efficacité. Fait que, à mon avis, là, le Teams, il y a des choses qui vont rester, peut-être pas au niveau personnel. Les Zooms, on est peut-être tanné de faire des Zooms le samedi soir avec nos beaux-frères, nos belles-sœurs, puis de temps en temps, vos beaux-pères, belles-mères. Là. mais, je pense qu'il y a ces volets qui vont rester. Je reviens sur mon Canadien national parce que je voulais vous en parler. En décembre, le CN nous a dit, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui pour vous donner des prévisions pour 2021. Mais quand on va vous donner nos résultats du dernier trimestre de 2020, quelque part dans la 3e ou 4e semaine de janvier ou 1er de février, dans ces eaux-là, on va être en mesure de vous donner des prévisions pour l'ensemble de l'année. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien, mais moi, là, ça me dit que si le CN est capable de me dire on a suffisamment de commitment de la part de nos clients dans tel créneau pour mettre un chiffre sur la table, ben, pour moi, c'est de très bon augure. Ça veut dire qu'on commence à regarder, en avant. Autre signal intéressant. Est-ce qu'on va vivre les folles années 20, comme ça a été le cas il y a 100 ans, après le retour de la Première Guerre, après la crise de la grippe espagnole, etc.? Je ne le sais pas, mais moi, s'il y a une business que j'avais une très, très forte croyance qui ne se lèverait pas, mais pas du tout, de cette affaire qu'on vient de vivre là, c'est le domaine des croisières. L'industrie de la croisière, la moyenne des clientèles a à peu près la strate d'âge des CHSLD. Fait que ça ressemble à un CHSLD flottant. Puis je me demande qui avait le goût d'aller s'entasser dans une bulle traitée de la sorte. Eh bien, sachez quoi, la semaine dernière, on a eu les résultats de Carnival, une compagnie de croisière assez majeure. Et nous ont, évidemment, les chiffres 2020 étaient misérables, les chiffres 2021 vont être à peine mieux, mais les précommandes 2022 pour la première moitié de l'année sont supérieures à ce qu'elles étaient en 2019, qui était une année record pour eux. Là, ça, pour moi, c'est une surprise. Les gens, le monde, vous autres, le monde en général, ont hâte de se revoir, ont hâte de retourner manger au restaurant. L'idée que tout le monde a réappris à faire à manger pendant la pandémie, là, regardez les livreurs de pizza passer, puis la vélocité des Uber Eats là, dans les régions où il y en a. Là. Papa John's aux États-Unis, un magasin de pizza, ils ont des same-store sales, des ventes de magasins comparables de 30 et 35 % depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas parce que les gens ont le goût de se faire à manger, je m'excuse. Donc, il y a des gens qui ont le goût de retourner au restaurant, on a le goût de retourner voir un match de sport en personne, dans les grands festivals. On a le goût de rencontrer les gens qu'on aime. On a le goût de se serrer la main quand on fait des rencontres. Donc, ça va revenir, mais c'est peut-être un phénomène peut-être plus fin de l'année 21, mais assurément peut-être plus sur 2022. Bref, on s'attend à des données économiques qui, tout au long de l'année, vont être assez porteuses. Évidemment, au début de l'année, premier trimestre, c'est un peu amputé par les nouveaux confinements qu'on voit au Québec, au Canada, en Colombie-Britannique, même chose en Angleterre, en Allemagne, en France, un peu moins aux États-Unis, mais ça va être intéressant de suivre au cours des prochaines semaines parce qu'aux États-Unis, la situation est clairement hors de contrôle. Il va falloir suivre également les déploiements au niveau des campagnes de vaccination. Bon, on est des retards au Québec dans nos livraisons, mais je vous rappellerai que la semaine dernière, BioNTech a mentionné des investissements assez majeur pour doper sa production de quelques milliards annuellement de doses. Fait qu'effectivement, c'est dur de continuer à produire puis de faire des investissements en même temps, mais de vouloir produire pour en livrer à court terme, si ça se fait au sacrifice d'un plus grand nombre, je pense que c'était une bonne décision. Après ça, comment le gouvernement fédéral a géré ses approvisionnements, ça, aucune information, j'en ai pas là-dessus, mais il va falloir regarder ça avec énormément d'attention. Bref, ça va nous donner un contexte qui va être assez, qui s'avère assez porteur. Hein? Primo, en fait, dans les 10 dernières années, on n'aura jamais eu de contexte ou de marée si forte que celle qu'on va vivre dans le prochain 12, 18, 24 mois. Pourquoi? C'est la première fois en 10 ans où on va avoir un support budgétaire et fiscal des gouvernements, où les gouvernements ont délié les cordons de la bourse. Hey, on est loin des épisodes d'austérité. Ben, au Canada, avec Justin, l'austérité, on n'a pas connu ce mot-là, mais on l'avait connu auparavant. Au Québec, on en a parlé de temps en temps. Mais pensez surtout en Europe. En Europe, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, en 2011, 12, 13, ça a été excessivement dur et difficile. Donc là, les coudées sont nettement plus franches, même que je pense lundi de cette semaine, l'Italie a annoncé qu'elle allait pouvoir faire un déficit additionnel de 30 milliards. Juste ça a passé comme une lettre à la poste. Donc, on va voir une stimulation puis des dépenses budgétaires très porteuses. 2, avec une politique monétaire excessivement souple.
M. Powell, les taux ont réaugmenté, les taux d'intérêt ont réaugmenté, les taux d'intérêt ont réaugmenté depuis la victoire démocrate, mais surtout depuis la victoire en Géorgie. Ceci dit, surveillez bien les banquiers centraux. Il n'y a pas une banque centrale sur la planète aujourd'hui qui veut que son taux directeur passe de 0, puis il n'y a personne qui veut voir les taux de 10 ans partir de 1,10 aux États-Unis ou de 0,8 au Canada, puis s'en aller à 2, 2,5, 3. Ça, on ne veut pas ça. Donc, assurément, on s'attend à ce qu'il veille au grain et limiter toutes les hausses de taux d'intérêt sur les marchés obligataires. Donc, politique monétaire excessivement souple. Puis en plus, on va avoir une croissance des profits qui va être très forte cette année. Pour l'année 2021, la croissance des profits, les anticipations de croissance des bénéfices tournent n'importe où entre 25 et 35 Ce n'est pas égal, là, mais c'est pas que la croissance va se maintenir. C'est que j'avais des business qui étaient fermés, puis là, sont ouvertes. Fait qu'effectivement, ça donne des meilleurs chiffres, mais c'est essentiellement la première fois en 10 ans où on a le line-up de ces 3 facteurs porteurs-là en même temps. Donc, pour nous, c'est très difficile d'être inquiet sur les bourses. Oui, les bourses ont passablement poussé. Est-ce qu'on peut avoir des poches d'air? La réponse, c'est oui. D'ailleurs, on en a eu en septembre et en octobre. Ces 2 mois qui ont été suivis de recul intra-mois de 8 à 10-12 Est-ce que je veux vendre aujourd'hui? En même temps, la réponse, c'est non. Il y a un des scénarios sur lesquels on travaille. Si on prend les bourses puis on s'en va sur un scénario où les taux d'intérêt restent bas, je rappellerai aux gens qu'en 99-2000, le marché américain s'échangeait à 27-28 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est à 21. Si le S&P 500 s'en va à 25 fois les bénéfices, puis il pourrait peut-être aller plus haut que ça parce que les taux d'intérêt sont même plus bas qu'ils l'étaient à l'époque. À 25 fois les bénéfices, ça pourrait potentiellement amener un S&P 500 vers les 4800-5000 points. Donc, un gain qui pourrait encore être substantiel. Mais l'idée, ce n'est pas d'être tout l'un, tout l'autre. Aujourd'hui, on a des recommandations, on est plutôt près de nos cibles. Côté de la devise canadienne, étrangement, la devise canadienne n'a pas beaucoup bougé. C'est du 31 décembre au 31 décembre l'année passée. On avait commencé à 77 sous, on a fini à 79 sous. Ouais, mais c'est juste quand les deux, on est allé virer à 68. Ça, je pense que ça illustre à quel point, même si on entend des gens parler des bitcoins puis de l'or comme étant des valeurs refuges, là, écoutez, c'est facile d'identifier c'est quoi une valeur refuge. Vous allez voir ce qui monte en valeur quand tout le reste ne va pas bien. Quand est-ce que ça n'allait pas bien? Au mois de mars. Qu'est-ce qui était fort au mois de mars? Du yen japonais, du franc suisse, du dollar américain, puis des obligations gouvernementales de pays de longue échéance. Fait que les valeurs refuges, là, c'est pas le lingot. Le lingot a fait ses sommets quand les taux de 10 ans ont tombé à moins 1 au mois d'août. Fin de l'histoire. Donc, voilà, ici là-dessus. La plupart des cambistes ou des gens qui suivent le marché des changes n'anticipent pas de grands mouvements cette année sur le dollar CAD US. Pourquoi? Si on devait aller au-delà des 80 sous, il faut s'attendre à ce que la Banque du Canada vienne parler pour contenir son taux directeur. Parce que même si on avait, rappelez-nous, la dernière fois, on était allé à parité puis ça avait poussé très fort, c'est parce que le pétrole était excessivement fort. Mais là, même si le pétrole était excessivement fort, on n'en produira pas plus dans l'Ouest canadien. Là, ils se font dire non à tout bout de champ sur des pipelines. Ils ne sont pas capables d'augmenter, d'aller frapper des marchés. Même Trans Mountain risque de ne pas marcher. Keystone pourrait ne pas marcher aussi. Donc, dans l'Ouest canadien, là, OK, désolé, je viens d'avoir un flash là, qui me dit déploiement de logiciel, impossible de différer, temps avant l'installation, 29 minutes. Donc, on va laisser 29 minutes. Je vous annonce que la conférence va être terminée dans 29 minutes. Mais je tire à ma fin. Bref, les prévisions sur le taux de change, là, on devrait osciller dans une fourchette de 77 à peut-être 82 cents au plus haut, puis rester là-dedans. Puis la clé là, dans le scénario de statu quo, c'est essentiellement qu'au Canada, comme aux États-Unis, les 2 banques centrales ne veulent rien savoir de bouger leur politique monétaire et de modifier le ton maintenant. D'ailleurs, pour ça, même si l'inflation augmente, donc, quand on va arriver au printemps, mars-avril, l'inflation année sur année, elle va avoir augmenté. Hey, pensez-y, au mois d'avril cette année, mettons, si le pétrole reste là où il est à 53$, en avril l'année dernière, le pétrole est tombé à quel prix? À moins 40$. Le pétrole, c'est momentanément tranché à moins 40$. J'essayais d'expliquer ça à mon fils de 12 ans. Tu sais. Je dis, Raph, le nouveau iPhone, là, tu sais, super hot, là, ben, je te donne l'iPhone puis je te donne 500$. Il dit, oui, mais ça me coûte combien? Je te donne le téléphone, je te donne 500$. C'est réellement ce qui est arrivé aux producteurs de pétrole l'année dernière. C'était épouvantable. Donc, voilà là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on aura un petit peu d'inflation, mais ce que les banques centrales nous ont dit cette année, c'est que maintenant, on ne vise plus un plafond de 2. On vise un taux moyen de 2% sur un cycle. Bien, 2 de taux moyen sur un cycle, ça veut dire quoi? Si j'ai passé 10 ans en dessous de 2, je vais peut-être rouler 10 ans en haut de 2.
avant de changer ma politique monétaire. Donc ça, puis ça a des enjeux. Hein. Ça veut dire que si vous êtes un propriétaire d'actifs, si on laisse rouler l'inflation au-delà des taux d'intérêt, ça veut dire que j'ai un rendement réel négatif sur mon encaisse, sur mon capital. Ça veut dire que dans mes investissements, on se doit de pouvoir maintenir une certaine protection du capital. Ça veut dire que dans vos entreprises, vos intrants ont le potentiel de grimper en prix. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de passer des hausses de prix ou à tout le moins de gagner en efficacité pour compenser celle-ci, mais ce sont des enjeux super, super importants. Pétrole, on voit difficilement le pétrole décoller d'où il est. Là. Il nous a même surpris un petit peu là, au-dessus des 50 $ alors que la demande reste non pas relativement faible, mais elle est faible en absolu et que les capacités excédentaires demeurent très, très, très nombreuses. Donc, on voit difficilement le pétrole pousser d'ici, même dans un contexte de réouverture économique un peu plus large plus tard cette année. Fait que, voilà, hey, Marlène, on a passé beaucoup de choses. Essentiellement, on a un message qui est assez optimiste, qui est assez constructif, même si des poches d'air sont toujours à appréhender, à anticiper. Ça fait partie de l'économie, ça fait partie des marchés. Je pense qu'on va les voir plus comme des fenêtres d'opportunité que des choses à craindre. Ah, il y a un point que je n'ai pas passé aussi. Avec la crise qu'on vient de vivre, les gens qui sont dans les entreprises, dans des marchés un peu plus fragmentés, un peu plus concurrentiels, on a vu que on sent que certains entrepreneurs en ont plein leurs bottines, des chocs et des ajustements. Puis, on voit des fenêtres d'opportunité s'ouvrir d'un point de vue fusion et acquisition. Là. Donc, ça, il y a des choses qui peuvent se faire. Si vous êtes un consolidateur, ben, des fois, de mettre quelques lignes à l'eau, tendre des perches, on sent que ça mord un peu plus. Donc, Marlène, ça fait le tour pour moi ce matin. Je te cède la parole à nouveau. Merci beaucoup, Jean-René. Vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est ça, on a eu une grosse année 2020, mais on voit quand même du positif dans les années à venir. C'est intéressant. On va passer à la période de questions. Les gens qui ont des questions, n'hésitez pas, inscrivez-les dans le chat. On va commencer avec une. Jean-René, quels sont les impacts de la forte dette du fédéral sur les impôts futurs et sur les régimes sociaux? Puis, une autre sous-question aussi, comment l'économie du Canada se compare-t-elle avec nos pays alliés? Parfait. La dette canadienne, elle est super avantageuse, puis pas par vertu, pas parce qu'on est Canadien, tout simplement qu'on a eu nos enjeux avant. Fin des années 80, début 90, nous avions le FMI à nos portes. On se rappellera que Mme Kim Campbell était la seule à avoir dit que la TPS était là de manière temporaire. Ensuite, on a eu à peu près 10-12 ans de régime libéral avec M. Martin aux finances, où on a coupé dans les dépenses, on a pelleté dans la Cour des provinces, on a assaini les finances fédérales. Ensuite, on a eu un bon passage conservateur on peut les avoir aimés ou pas d'un point de vue de moralité ou sur certains autres enjeux. Ils ont fait une job d'un point de vue fiscal quand même assez adéquat, puis ils ont laissé une marge de manœuvre canadienne qui fait l'envie de l'ensemble des grands pays. On a donc les coups des franges. Moi, je n'ai rien contre le déficit de cette année. On peut débattre de son ampleur. J'avais énormément contre le déficit des années précédentes. Là. Quand l'économie roulait dans le tapis puis qu'on roulait 28-30 milliards de déficit, ça honnêtement, là, ça me sortait de la tête. Mais quand on est dans une situation difficile, qu'il y a des gens qui risquent leur vie, leur entreprise, etc., moi, je n'ai pas de problème à avoir un déficit cette année. La taille, on pourra en discuter. Mais bref, on aura des moyens. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Sortir d'une situation d'endettement élevé, il y a 3 manières pour le faire. Ou on fait défaut sur notre dette, les Grecs ont essayé, c'est prohibitif en soi. Ou on augmente l'impôt des plus nantis, mais on n'en a pas assez. Ou on augmente l'impôt des sociétés, mais encore là, il faut faire attention à l'ajout planétaire. Donc, Mme Yellen veut peut-être le faire de manière concertée, mais j'ai bien hâte de voir si tout le monde va être concerté ou d'accord là-dessus en même temps. Puis il reste quoi? Puis là, je vais vous ramener à, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains se sont retrouvés avec une situation d'endettement de près de 120 % de dette par rapport au PIB. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gelé la structure de taux d'intérêt à terme. Ils ont gardé les taux d'intérêt, disons, à 2,5 % sur l'ensemble de la courbe des taux, alors que l'inflation tournait à 4, 4,5, 5 %.
Ça a fait quoi? Ça veut dire que ça a créé une certaine déflation sur la dette. Ils ont donc voulu rembourser de la dette avec des dollars qui valent moins cher. Puis sur un espace d'une période de 10 ans, ça a pris le poids de la dette de 120 de dette au PIB, puis ça l'a ramené à 70 de dette par rapport au PIB. Ça prend un certain temps. Si ça semble se faire de manière très smooth et fluide, il ne faut pas se compter d'histoire, il n'y a pas de magie. Hein? Si je me fais faire 2 3 de rendement réel négatif sur mon pouvoir d'achat, 1 million de dollars de pouvoir d'achat aujourd'hui, si ça fait gruger de 3 de rendement réel par année pendant 10 ans, dans 10 ans, ça vaut 650 000 en dollars d'aujourd'hui. 650 000 c'est bien, mais ce n'est pas 1 million. Donc, ça veut dire que dans nos investissements, il faut s'assurer d'avoir une certaine protection contre l'inflation. Est-ce qu'on insère dans notre gestion des obligations à rendement réel? Est-ce qu'on s'assure d'avoir des actions qui, en général, protègent un peu? Puis dans vos entreprises, ça veut dire que si vous pouvez geler des contrats d'approvisionnement à des prix un peu plus bas, assurer de travailler sur un certain dynamisme pour être capable d'augmenter vos prix en continu, passer le prix des intrants ou encore si vous n'êtes pas capable de le faire, bien, assurez-vous de travailler sur vos marges à l'interne, sur votre efficacité pour être capable de compenser parce qu'autrement, si on n'est pas capable de vendre plus cher puis on se fait rattraper par les coûts, on va avoir des mauvaises surprises à terme, c'est certain. Fait que, bref, il n'y a pas de réponse parfaite, mais est-ce que le Canada est en bonne posture? Dans les pays du G7, le Canada est en excellente posture, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas l'adresser. Ça va prendre du temps, mais à court terme, il n'y a aucune volonté politique aujourd'hui de rétablir un équilibre budgétaire à court terme. Ça c'est clair. Parfait. Puis, tu sais, on a vu aussi avec la pandémie et tout, puis il y a eu le reconfinement. Au niveau de certains secteurs, ils s'en sortent quand même bien. Tu vois, on regarde au niveau du secteur manufacturier, ça va relativement bien. Par contre, on a une question au niveau du secteur commercial. La question, c'est le secteur commercial va être affecté par la fermeture de plusieurs commerces. Puis, tu sais, on a eu quand même plusieurs annonces aussi dans les derniers mois. Pensez-vous qu'ils vont récupérer ce qu'ils ont perdu et comment vont se comporter les investissements dans ce secteur-là? Le commercial, ça a toujours été difficile. Puis, il y a toujours des cycles là-dedans. À un moment donné, c'était des magasins sur des rues. À un moment donné, on a mis des toits sur des rues. Après ça, c'est devenu des magasins de proximité. Après ça, c'est devenu des méga centres d'achat. On a eu distribution aux consommateurs qui était essentiellement Amazon avant son temps. On a eu des castors bricoleurs qui sont morts. Il y a toujours eu des transformations dans le détail. Ça a toujours été difficile. En même temps, il y a des créneaux de commercial qui sont résilients. On parlait avec un gars d'immobilier, Patrice Groslo, qui est président fondateur de McGill Immobilier, qui a amené la bannière Angela Volkers au Québec. Puis, je voulais parler avec un gars qui avait les deux mains dedans. Il me dit, on regarde les restaurateurs à Montréal, c'est sûr que c'est difficile la restauration, mais n'oubliez pas que la restauration, c'est super résilient. En Louisiane, après Rita et Katrina qui a tout rasé, ils ont fait faillite, ils ont fait défaut, mais 2 ans plus tard, vous y retourniez, c'était tout bâti, c'était tout neuf, puis il y avait encore une nouvelle offre de restauration. Je pense que la COVID a accéléré, par contre, certaines pas changements, je vais dire évolution. Pour moi, Teams puis le télétravail, c'est un changement, c'est un chambardement phénoménal. Dans le commerce de détail, les ventes en ligne, bon, ça s'amorçait déjà. Là, on a fait un pas en escalier. Puis je ne pense pas qu'on va y retourner comme avant. Puis ça amène les gens dans le commerce de détail. Ça va prendre 2 choses. Ou vous me donnez une compétence puis une expertise adéquate, ou vous me faites vivre une expérience quelconque. Autrement, je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'y aller. Puis, quand j'échangeais avec les gens du Conseil québécois du commerce de détail, c'est vrai qu'il faut encourager nos entreprises locales. Moi, je le disais dans tous mes appels à conférences avant Noël, quand je parlais à des gens, là, hey, s'il vous plaît, gang, on peut-tu, là, quand on fait un achat d'un truc, d'un cadeau de Noël, checkez-le en ligne si vous voulez, mais donnez donc une chance à un commerçant local. Faites donc l'exercice d'aller voir. Puis si c'est pas pire puis comparable, c'est notre monde, c'est nos voisins, c'est nos frères, nos sœurs. Tu sais, pensez-y donc. Fait que je l'ai fait ce message-là, je l'ai fort. Mais en même temps, c'est important que nos entreprises locales ne se laissent pas dépasser. Tu sais, c'est pas normal que le géant de Seattle soit le premier à ma porte contre mes entreprises locales. Tu sais. Donc, il va falloir aligner nos flûtes puis être un peu plus stratégique dans nos approches. Mais c'est sûr que pour qu'un commerce en boutique garde sa raison d'être, ça prend soit de l'expertise ou de l'expérience quelconque. Si je n'ai pas d'expertise puis pas d'expérience, dites-moi pourquoi je vais y aller. Puis ça, ce n'est pas un changement, ça, c'est une évolution. Puis à mon avis, ça va continuer parce qu'il y a des gens qui ne faisaient pas de vente d'affaires en ligne, qui maintenant l'en font, ils l'ont découvert, c'est assez stable. On doit être meilleur. Parfait. Une autre petite question. On aimerait que vous parliez un petit peu du marché de l'immobilier commercial versus l'immobilier résidentiel. Parfait.
Puis encore là, l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel, moi, je vais regarder l'immobilier sur une base très macro. Vous la regardez sur le terrain sur une base très micro, puis je le dis tout le temps avec les gens d'immobilier. Dans le pire des marchands d'immobilier, il y a des gens qui font des bonnes affaires, puis dans le meilleur des marchés, il y a des gens qui font des affaires qui vont pas bien du tout. C'est drôle parce que au printemps, les gens de la SCHL prévoyaient que l'immobilier canadien allait fléchir de quoi 12 à 15 puis allait prendre plus de 3 ans à récupérer. Hey, on n'en est-tu pas là? La faiblesse des taux, les injections de liquidité, l'emploi qui demeure correct pour les gens avec des meilleurs revenus, ça a fait en sorte que l'immobilier résidentiel est resté ultra fort. Puis, je ne sais pas à quel point ça se réchauffe aussi en Beauce, hein, mais je vous dirais, moi, que j'habite dans une couronne montréalaise, là, quelque part à mi-chemin entre Montréal et Ottawa. Là. Des fois, je suis à Vaudreuil, là, je suis à dehors de l'île à l'ouest. Des fois, dans le trafic, on dit qu'on est en banlieue d'Ottawa. Ceci dit, il n'y a rien qui reste en vente ici plus de 10 à 12 jours. Là, c'est phénoménal. Ceci dit, on a eu des petites poches de faiblesse au niveau de l'immobilier résidentiel et au niveau des appartements. Moi, je pense que ça va se rétablir. Primo, la faiblesse des taux d'intérêt fait en sorte que la recherche du rendement pour les investisseurs va demeurer un défi plein entier. On a eu un peu moins d'immigration cette année au Canada, faute de COVID. Cependant, on a appris à la fin de l'année que les nouveaux seuils d'immigration pour les prochaines années n'avaient non pas seulement été maintenus, mais qu'ils avaient été majorés à la hausse. Donc, ces gens-là sont des gens très porteurs aussi pour la stabilité des prix. Donc, on voit des choses intéressantes au niveau des appartements. Le coût des fonds demeure abordable. Le marché ontarien demeure quand même assez étroit. Mais on voit quand même un peu plus d'opportunités au niveau des créneaux immobiliers un peu plus industriels, entre autres les business industriels qui sont dans des niches de logistique. Là. Je regarde au niveau des REIT publics, là, une société comme WPT REIT qui fait essentiellement des centres de distribution pour des Amazon, des eBay, des Unilever de ce monde. La business est bonne. Le commercial traditionnel, c'est sûr que c'est un défi qui est difficile. Quand je parlais avec notre analyste de REIT un peu plus tôt au printemps, je disais, hey, là, tu sais, les détaillants ne veulent pas payer pour les mois qui n'étaient pas là. Est-ce que ça peut avoir un impact? Il me dit, JR, ça n'a pas d'impact sur la valorisation des business. La clé là, pour l'immobilier commercial, c'est combien ils vont être capables de tarifer le pied carré dans le futur. Ça peut avoir un impact phénoménal. Puis ça, on ne le sait pas encore. Puis ça, je vais dire la même chose dans le bureau. Si vous êtes dans les bureaux, dans les centres, dans des centres-villes, à Montréal, là, si on garde un peu de télétravail, puis j'ai 20 25 des gens qui n'ont plus besoin d'aller au bureau à tous les jours, j'ai peut-être plus besoin des mêmes surfaces. Puis si c'est ça pour bien des industries et des entreprises en même temps, ben, j'ai peut-être un peu de capacité excédentaire à Montréal. Il arrive quoi au pricing dans ce temps-là? On verra, le temps va nous le dire. Fait que, bref, dans l'immobilier, on préfère primo l'industriel dans la logistique, ensuite l'habitation, ensuite les bureaux, puis en tout dernier lieu du commercial. Je pense que les gens de Cominor ont tout un défi devant eux. Effectivement. J'ai 2 autres petites questions. Il nous reste à peu près 7 minutes. Ça fait que on va essayer de rentrer là-dedans. Une autre question de ce qu'il y en est, c'est la Chine. Avec la Chine, on fait quoi au niveau d'Alibaba ou autres types d'auto électriques chinoises ou est-ce que ça peut être des bons investissements? Je vais vous dire prudence, puis on n'a pas besoin de parler des autos électriques. Alibaba peut-être, puis en même temps, là, on voit qu'il y a eu des enjeux avec les autorités chinoises. Quand M. Jack Ma n'était pas content de ce que a commenté sur les autorités financières chinoises. Hey, c'est drôle, ils sont venus l'embourber sur son appel public à l'épargne de son Ant Group de parler des véhicules électriques. Je vais vous dire une chose, quand on regarde l'année dernière la performance de Tesla, wow, 728 de hausse sur 12 mois. Évidemment qu'on se dit qu'on aurait aimé ça de n'avoir qu'on aurait de avoir dans son portefeuille. Il n'y a pas un club de hockey qui ne veut pas d'un joueur qui fait 50-60 buts dans une saison. C'est clair. Ceci dit, est-ce que je suis capable de justifier la valorisation d'un Tesla? Tesla n'a pas fait 500 000 véhicules l'année passée, puis ils valent plus que les 13 prochains manufacturiers automobiles qui, eux, en ont fait 43 millions.
OK? Donc, le seul facteur qui tient ou pousse Tesla, c'est l'effervescence et la spéculation d'investisseurs. Puis à ceux qui pensent que Tesla va dominer le marché immobilier, le marché de l'automobile d'ici quelques années. Je vais vous dire, je vais mettre un bémol, puis on va revenir dans le passé. Milieu des années 90, c'était quoi l'appareil électronique super hot à avoir? Il s'appelait le Palm, avec un stylet. Vous vous rappelez à quel point Steve Jobs ridiculisait le stylet? Maintenant, il y a un Apple Pen, mais Steve Jobs, il est mort. OK? Il y avait ça. Parfait. Après ça, il y a Nokia avec son petit flip phone qui est devenu le téléphone dominant. Là. Il y avait peut-être 60% de part de marché des téléphones sur la planète. C'était des Nokia. Qui a un Nokia aujourd'hui? Personne. Mais Nokia a été dépassé par le Motorola Razr. Lui, il ne se flippait pas. C'était vraiment d'innovation. Puis ensuite, une belle société canadienne, donc Research in Motion, qui a même changé de nom pour prendre le nom de son produit fétiche, le BlackBerry. À un bout de temps, BlackBerry valait plus que Research in Motion valait plus que la Banque Royale. Moi, je m'ennuie de mon key punch. Ça allait vraiment bien écrire avec des vrais boutons. Ils ont inventé le téléphone intelligent. On les pensait indétrônables, indispensables. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le iPhone. Donc, quand on pense que quelque chose est indétrônable, indispensable, puis est vraiment hot, on ne peut pas s'en passer, mais des fois, il arrive quelque chose en sideline qui nous surprend. Donc, je vais dire sur Tesla, les règles d'investissement s'appliquent les meilleures pratiques d'investissement s'appliquent aussi dans l'investissement dans les titres de croissance. Oui, il y a un prix à payer pour un titre de croissance. Une compagnie à 20 fois les bénéfices qui ne grandit pas versus une compagnie à 20 fois les bénéfices qui doublent ses revenus sur 5 à 10 ans, c'est sûr que je vais prendre celle qui a une progression. Il y a un prix à payer, pas n'importe lequel. On se rappellera qu'en décembre 72, la compagnie Polaroid s'est changée à 92 fois les bénéfices. OK? Et ça, ont disparu ensuite. Puis, finalement, des bonnes règles de diversification s'appliquent aussi dans l'investissement en titre de croissance. Oui, les gens ont un peu de confort dans un titre qui part en effervescence, mais pensez-y, c'est votre business. Si on vous offrait 15 fois les ventes pour votre business, est-ce que vous continuez de l'opérer ou vous seriez vendeur? Bien, faites le parallèle avec les entités publiques. Puis, je pense que sur la ligne, des gens à 15 fois les ventes, j'en ai une couple qui sont vendeurs. Parfait. Une dernière petite question rapide. Dans un contexte de faible taux d'intérêt, devons-nous investir dans les banques, dans les compagnies d'assurance? On voit un bon marché pour les deux créneaux. Puis je vous dirais particulièrement les banques. J'aime aussi pas mal les banques américaines, mais les banques canadiennes vont faire des chiffres intéressants. Elles n'ont pas donné leurs résultats encore, mais ce qu'on a vu des banques américaines, là, Goldman hier a donné d'excellents profits, Bank of America aussi. Les profits de JP Morgan au 4e trimestre, c'était des profits records. Puis non seulement les taux d'intérêt sont bas, mais avec les taux courts qui restent ancrés, puis les taux longs qui, eux, augmentent, l'écart entre les deux est très bénéfique pour les institutions financières. Puis surtout, contexte économique qui se renormalise, qui s'accélère. Puis, vous savez, au Canada, on avait peur à nos banques parce qu'on avait peur des banques canadiennes quand on allait frapper le mur d'une récession. Mais là, on a frappé une récession avec des ménages qui n'ont pas vu leurs revenus baisser, qui ont augmenté. Il y a eu une conférence de banque il y a une couple de semaines, je pense que c'est la Royale qui avait organisé une conférence où les 6 grands, les CEO des 6 grandes banques sont venus présenter. Puis des taux de délinquance, il n'y en a pas tant que ça. C'est très contenu. Donc, on voit une demande de crédit qui devrait continuer d'être robuste. C'est peut-être un peu plus délicat au niveau du commercial. Donc, BMO, qui a un book commercial un peu plus grand, peut-être qu'on fait attention, mais des TD, des Royales ou une Banque Scotia d'un point de vue valeur, oui, c'est des entités qu'on apprécie. On continue d'apprécier dans le secteur des assurances, là, notre titre favori depuis longtemps, ça demeure Sun Life, mais meilleur business, meilleure exécution, business de cash flow qui est en contrôle de sa destinée. Pour des gens plus tolérants au risque, on peut aller du côté de Manuvie, mais je pense que l'ensemble du secteur financier devrait voir des performances assez adéquates sur les 12 à 24 prochains mois. Qui plus est, je vous rappellerai que l'année dernière, elles ont pris des provisions pour mauvaises créances exceptionnelles au printemps. Je pense que collectivement, elles ont dû prendre 12 milliards de provisions pour mauvaises créances. Mais s'ils n'ont pas les mauvaises créances, éventuellement, on va les relâcher. Là. On ne va pas mettre du capital de côté comme ça. Ils vont se faire prendre par le fisc en disant non, regarde, tes provisions, si tu n'en as pas besoin, c'est des revenus, c'est des profits, puis c'est des impôts. Hein? On s'entend. Mais pour l'instant, elles l'ont fait de manière prudente. Puis en cours d'année, on devrait leur redonner le droit de continuer de racheter leurs actions et d'augmenter les dividendes qui devraient être porteurs ici. Donc voilà.
Super, bien, merci beaucoup. Il est déjà rendu 9 heures. Ça va mettre fin au webinaire, mais vraiment, M. Ouellet, un très, très grand merci d'avoir encore accepté cette année d'être avec nous. Vous êtes un excellent vulgarisateur. C'est facile de comprendre, puis c'est de bien saisir les informations importantes. Ça va donner, ce webinaire-là, une bonne idée à nos entrepreneurs aussi de ce qui s'en vient. Ça fait que ça permet de mieux se préparer finalement aux défis ou bien de voir peut-être un peu aussi des opportunités qui peuvent être pour l'année 2021. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des participants. Un grand merci d'avoir été là ce matin. Vous allez recevoir par courriel un petit sondage qui va justement, où est-ce que vous pourrez mettre vos commentaires, mais aussi si vous avez des suggestions de sujets qui pourraient vous intéresser, ben, c'est toujours intéressant pour nous de les recevoir. Donc, sur ce, on met fin au webinaire. Merci encore, M. Ouellet. Merci à tous, puis je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci.